Le deuxième thème qui était prévu dans les appels à communication. Donc quand même, Paris 2018, c'est quand même surtout du sport. Donc il fallait quand même qu'on ait un peu de sport et de la santé thématique. Je rappelle que le 2 août 2018, à l'Hôtel de Ville de Paris, donc là, 2 jours avant l'ouverture des Jeux, il y aura une session entière sur activité physique, sport, santé, bien-être, qui sera entièrement consacrée à ça. Voilà. Là, on commence à donner un petit aperçu. Donc, sport, santé, santé sexuelle, le corps et le culte de la performance. C'est une session animée par Sandrine Fournier, que tout le monde connaît ici, je pense, de SIDAction, et le professeur Pierre Lombrey, qui est président de la Société française de santé publique, entre autres, professeur des universités. Voilà. Juste un mot liminaire pour vous dire bonjour, pour remercier les organisateurs, on va dire Gérard, France Lert, notamment d'inviter la petite société que je représente, qui n'est pas toujours très aimable, parce que la santé publique a un propos volontiers hygiéniste et assez normalisateur. Donc je vous remercie d'autant plus de nous avoir invités. Parce que malgré tout, on essaie de se soigner, nous aussi. Juste ce que je disais à Sandrine avant de monter sur scène, c'est que on se rappelle quand même un congrès en 1998 où Jonathan Mann nous rappelait que la santé publique est à voir avec les droits humains et le respect de la différence. On l'oublie un peu trop. Et puis, au-delà de cela, il me semble que, et à lire les résumés que nous avons reçus et ce qui va être présenté maintenant, des initiatives nées dans votre milieu mériteraient largement de diffuser au-delà de ce milieu. Donc nous avons à apprendre de ce que vous faites. Une fois que j'ai dit ça, c'est Sandrine qui va animer la session. Elle est gentille. Et moi, j'aurai le rôle du méchant. Donc je vous préviens tout de suite. Voilà. En gros, il faut tenir le temps de parole. Hein, voilà. I will be the timekeeper, if you agree with that. Voilà. Bon, bah écoutez, on commence. Vas-y. Allez, c'est parti. Sans plus attendre, je présente Ford Hickson. Ford est maître assistant à la London School of Hygiene and Tropical Medicine de Londres. Il est membre de Sigma Research. Vous avez peut-être en tête les travaux de Sigma Research, qui est un groupe en sciences sociales spécialisé sur le VIH et la santé sexuelle. Ford travaille sur les sexualités gays depuis 25 ans environ et collabore actuellement à la 2e édition de l'enquête EMIS. Il se propose aujourd'hui ici de nous livrer une analyse sociologique du chemsex sur la base d'entretiens réalisés par Sigma Research avec des hommes gays usagers de produits psychoactifs en contexte sexuel à Londres. Ford, you have 20 minutes. If you can make it at 18, it's wonderful. Thank you. I am a little under the weather, so forgive me if I cough. I also tend to ramble, so I hope you'll forgive me if I read from a script. In 1990, American sociologist Stephen Ling published a paper on what he called edge work, in which he outlined a sociological account of voluntary risk-taking. Ling was concerned with both the motivations of those involved in voluntary risk-taking, as well as drawing links between those motivations and the structural or macro features of American society at the end of the 1980s. Excuse me. He proposed that edge work was voluntary experiences that involve at least 3 components: an activity that presents a clear threat to well-being or one's sense of an ordered existence, the negotiation of a boundary or edge of some kind between chaos and order, consciousness and unconsciousness, life and death, and the defining of the limits of performance of a particular object or form. Through an investigation of skydiving, which he was involved with, Ling developed a theory that recognized that some people engage in risky activities as an end in themselves, rather than risk as a means to an anticipated reward. People involved in edge work are not taking risks in order to gain something.
They are choosing to experience negotiating an edge. Nor are they self-harming. The point is to successfully come out of the other side of the experience unscathed. On reading Ling's paper, I was struck by the similarities between his description of the social psychology of extreme sports and the accounts of chemsex given by some gay men. My research team, led by Adam Bourne, had been interviewing gay men who were combining sex with stimulants, particularly the synthetic amphetamine mephedrone and crystal methamphetamine in South London. And many of their accounts resonated with the features of extreme sports that Ling had identified. At a literal level, many men spoke of a border or edge which they would not cross. This might be a particular kind of drug. Some men drew the line at crystal methamphetamine. They wouldn't use that, even though they would use everything else. It might be a mode of administration. Injecting drugs was frequently a line that men didn't want to cross. Or it might be a setting or a particular kind of person they would not engage with. Men engaging in chemsex are not without their own rules of conduct. They do not usually see themselves as out of control. Men's language about the line they will not cross suggests it is an edge, and that they think of chemsex as going up to the edge, but not over it. However, the edge they draw is well beyond where health promotion or health educators would draw it. Along with other edgework activities, chemsex involves a clearly observable threat to one's physical or mental well-being or one's sense of an ordered existence. Most men we interviewed had experienced or witnessed harms, including psychosis, infections, physical trauma, even death. Most fundamentally, edgework involves the problem of negotiating the boundary between chaos and order. A common experience in chemsex is the losing of one's own boundaries. Men talk about bodily merging with their sexual partner, of the boundaries between themselves and the other dissolving, or of being one with the universe. Along with other edge workers, gay men involved in chemsex would often acknowledge the potential harms, but exclude themselves from being at risk because of their knowledge or skills. Those at risk were the men who didn't know what they were doing. Berating other men as naive or inexperienced allowed them to develop a sense of control over an essentially random and chaotic situation. Ling identifies all kinds of edge work as involving the use of specific individual capacities. Edge work provides a space for people to exercise specialist skills. Chemsex includes the skills associated with taking drugs and the skills associated with having sex. Sexual skills include knowing how to touch and manipulate a body, being good at filleting, being able to take as much as he can give, keeping endlessly hard. Being able to do these things for very extended periods of time is required to explore the limits of sexual performance. Chemsex is a particularly athletic form of edge work. Drug taking also provides space for the display and employment of knowledge, including which drugs not to mix together, for example, alcohol and GHB, or Viagra and poppers. Planning, arranging, following behavioral rituals, measurement and dosing, especially of GHB, timing, restocking, are all opportunities for the application of skills. Injecting drugs in particular require both specialist knowledge and skills. Men would often reveal the importance of skills through criticism of other men's lack of them. Other chemsex skills might include knowing how to manage other users who do overdosed or are anxious, paranoid, or psychotic, as well as knowing how to best come down from an extended session. However, the most important chemsex skill, the one shared with all other types of edge work, is the ability to maintain control over a situation that verges on complete chaos, a situation most people would regard as entirely unacceptable. Engaging in chemsex successfully requires a special kind of mental toughness,
if one is not to be destroyed by it. Men who are destroyed by chemsex, according to this perspective, simply did not have the right stuff. This belief in special skills results in an elitist orientation, that the activity is only for a special kind of person. Descriptions of edge work often include the experience of self-actualization or liberation. Chemsex is notable for the intense emotions and sensations it involves. Ling claims that all types of edge work produce a sense of self-realization, self-actualization, or self-determination, that edge work calls forth the ego in a particularly dramatic way. Fear is a common emotion in the early stages of an edge work experience. However, this sense of fear gives way to feelings of exhilaration and omnipotence. Edge work typically involves altered perceptions and consciousness, particularly in the perception of time. People involved in edge work find it difficult to gauge the passage of time. Also typical is a highly focused perceptual field. All of these features of edge work were present in men's accounts of chemsex. In chemsex, drugs psychopharmacologically create the sensations associated with types of edge work that don't include drugs. Ling tells us that edge workers typically explore both the limits of themselves and of a technological form. So many men, so little time has been an integral part of modern gay identity for decades. It's the name of a 1983 single, one of the biggest high-energy disco hits of the early 80s. Reputedly one of the most frequently watched gay porn films is 2004's Dawson's 20-Load Weekend, in which a man goes to a hotel over a gay party weekend in a quest to anally receive the ejaculate of 20 men over a single weekend. Excuse me. The challenge of peak sex has been ramped up by contemporary gay pornography, the products of the gay leisure sex industry, and the techno-capitalist consumer society. To meet the challenge of Grindr, we must all become porn stars. Drugs allow us to meet that challenge. I'm not suggesting that all gay men combining sex and drugs are engaged in edge work, but I do think the edge work perspective provides an alternative lens for considering what's going on, as well as inviting unexamined questions about the relationship of the rise of chemsex to the broader features of both contemporary gay life and the societies in which it is lived. Sociologically, chemsex can be seen as both resistance and conformity. Chemsex can be seen as a form of resistance to the normalization of homosexuality. In times of gay marriage, have you lost me? No. Okay. The translation is not working. In times of gay marriage, employment protection, and the mundane media representations of gay people, transgression calls for something other than straight gay sex. The way in which we talk about chemsex as something other people do illustrates its underground nature. But chemsex can also be understood as conformity, because it's a logical activity in a techno-capitalist age of pharma and pornographic consumption. The excess of consumption in chemsex, of drugs, of bodies, is a requisite performance when the mode of production takes second place to the mode of consumption. Creating our identities through chemicals and pursuing pastimes through consumption is what we do in late-stage capitalism. It may be the case that chemsex is the edge work of gay men because gay men have been excluded from other kinds of edge work. When homosexuality is understood as weakness, the strength-worshipping extreme sports networks are not particularly welcoming to gay men. It may also be the case that chemsex is simply the most accessible form of edge work available to gay men. In seeking a richer account of and for chemsex, I'm not excusing it or justifying it. I'm certainly not promoting it. Chemsex is a high-risk activity through which many men's lives fall apart. However, I do believe that a better understanding of what's going on in chemsex and why
can help men take greater control of their lives. Understandings which posit men engaged in chemsex as weak, stupid, or self-hating, or subject to irresistible forces, do not, I believe, help men take that control. Characterizing chemsex as simply fun does not pay attention to what men are seeking or what they get out of it. Our quality of life is at the heart of this debate. Thank you. Merci fort. Voilà, sans transition, j'introduis Véronica Noceda. Enfin, j'introduis Véronica Noceda, je ne suis pas certaine là de... Donc, Véronica, qui est membre de l'association parisienne Les Dégommeuses. Les Dégommeuses est une association militante contre les discriminations dans et par le sport. C'est aussi une équipe de football composée de femmes cis, lesbiennes et d'hommes trans. Véronica est par ailleurs la coordinatrice nationale du planning familial. Elle va nous parler aujourd'hui de l'appropriation subjective de l'idée de performance à travers l'activité des dégommeuses. À toi, Véronica. Merci beaucoup. Alors, c'est effectivement la transition un peu particulière parce qu'on va parler de tout autre type de performance, même si effectivement il y a du lien, effectivement, même si c'est moins lié en tout cas à une performance sexuelle. Juste un mot pour présenter donc l'équipe des dégommeuses qui est née de façon assez informelle en 2010, comme beaucoup, je pense, de clubs sportifs LGBT, donc plutôt vécu comme un lieu protecteur. Un endroit safe où pratiquer du sport pour notamment au départ surtout des femmes lesbiennes et de pratiquer du foot. Je le dis, c'est important parce que le foot est probablement un des sports avec le rugby, avec quelques autres, où quelque part la présence des femmes est la moins légitime et où la résistance à la place des femmes sur un terrain de foot sont les plus fortes. Donc, cette équipe est née aussi de la volonté donc, de Cécile Chartrain, qui est la fondatrice et la coprésidente de ce club, finalement, d'assouvir sa passion et de résoudre des frustrations qu'elle avait vécues pendant sa jeunesse, parce qu'on lui avait signifié qu'en tant que femme, elle n'avait pas de place sur le terrain de foot, et que d'ailleurs, on avait bien fait comprendre aux parents qu'il ne fallait pas l'accompagner à l'entraînement de foot parce qu'elle deviendrait lesbienne, ce qui n'a pas manqué d'arriver par ailleurs. Donc, voilà. Et finalement, en faisant cette pratique, tout simplement, sur un terrain par ailleurs informel, on n'avait pas encore de créneau à la mairie de Paris, on allait jouer à Vincennes, et il y a, je pense, ici dans la salle, quelques personnes qui étaient avec nous, entre bière, clope et herbe haute. Ce n'était pas un terrain très opportun pour la pratique sportive, mais quand même. On a compris que le foot était aussi un formidable outil d'émancipation et un levier politique. Outil d'émancipation parce que, voilà, je ne vous l'apprends pas, le sport collectif, c'est vraiment un lieu d'incapacitation, d'empowerment, d'affirmation de soi, de développement de toute une série de compétences sociales et physiques. Et on a vite compris pourquoi finalement les sports collectifs comme le foot étaient réservés aux hommes, parce qu'effectivement, c'est vraiment un terrain d'émancipation où il fallait quand même éloigner les femmes de ce terrain-là. Et aussi, on a trouvé à fur et à mesure aussi un formidable terrain de lutte politique. Quelque part, suite à un paradoxe, parce que d'un côté, le foot est justement un lieu où se reproduit le plus fortement je dirais la norme, l'hétéronorme, à la fois sous sa forme sexiste et sous la forme lesbophobe. Donc, quelque part, il fallait agir là, parce que quelque part, c'est un endroit parfait pour mettre en lumière les mécanismes qui se déploient finalement dans le reste de la société, mais aussi parce que c'était un terrain finalement de rencontre, malgré tout, hein, même si, contrairement à certaines légendes urbaines, c'est pas vrai que tout le monde est égal sur un terrain de foot, mais parce qu'il y a quand même des différences de classe, d'exis corporels, etc., qui font que. Mais quand même, c'est vrai que c'était un lieu où, finalement, les gens pouvaient se rencontrer autrement, parce que finalement, ça faisait baisser un certain nombre de frontières. C'est-à-dire que les gens, beaucoup de gens, et notamment les joueurs et joueuses de foot, et nous s'intéressons aussi beaucoup aux joueurs, finalement, se sentaient légitimes de parler de foot. Et du coup, la question de l'introduction de la question de la discrimination, de l'homosexualité, etc., pouvait se faire dans d'autres conditions que dans des conditions de tension qu'on peut rencontrer dans d'autres espaces sociaux. Donc, les dégommeuses fonctionnent avec des principes inclusifs. Donc, on a vraiment essayé de mettre en place une politique
d'abaissement des freins à la pratique sportive avec des choses très simples, hein, donc une cotisation très basse, 20 € par an, avec des possibilités d'exonération sous simple déclaration, c'est-à-dire on dit juste je ne peux pas payer et on est exonéré. Je pense que c'est un des clubs les moins chers de Paris et de France. Il n'y a pas de sélection par le niveau sportif, donc tout le monde peut arriver, débutants, personnes qui ont joué par le passé, tout le monde peut arriver à jouer dans la même équipe. C'est important de dire qu'on ne fait pas d'équipe par niveau, donc tout le monde joue dans la même équipe. Et moi, je reprends un petit peu ce concept de la réduction des risques, c'est-à-dire un peu une approche de bas seuil, c'est-à-dire les gens viennent comme ils peuvent, quand ils peuvent, il n'y a pas de règle d'assiduité. On peut s'inscrire en milieu d'année, même si malheureusement, justement, des contraintes, aujourd'hui, on a tellement un succès quelque part, donc on a dû malheureusement un peu restreindre cette règle. Mais en tout cas, c'est vraiment la volonté de faire en sorte qu'on se sente toujours le bienvenu et la bienvenue quand on arrive sur le terrain des dégommeuses. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça sur les performances sportives ? Il y a une conséquence finalement qui n'était pas forcément très attendue. C'est qu'il y a beaucoup de frustration chez les sportives qui, elles avaient un bon niveau de foot. Parce que quand tu as un bon niveau de foot et qu'il faut jouer avec des personnes qui débutent, c'est pas si simple que ça. Donc tout ça, ça engendre des négociations perpétuelles sur quelle forme de plaisir on prend ensemble, quelle forme de performance collective on a ensemble. Et du coup, justement, il faut redéfinir un petit peu cette performance. Donc on est malheureusement, même si on rêve toujours de gagner, notamment le TIP, qui est le tournoi chaque année, et on regresse chaque année, malheureusement. Mais voilà, on aimerait toujours gagner le TIP. En fait, il faut s'appuyer sur d'autres types de satisfaction des résultats pour pouvoir donner satisfaction à toutes les personnes qui composent l'équipe. Et en même temps, on s'est rendu compte que dire ah non mais chez les dégommeuses la compétition c'est un peu important, etc. C'est pas tout à fait vrai parce que et c'est pas tout à fait non plus productif parce que finalement faire en sorte qu'une équipe de filles ne se frotte pas à la question de la compétition, c'est quelque part là aussi reproduire une norme sexiste parce que quelque part la compétition est réservée aux hommes. Donc pour nous c'était aussi très important d'avoir une réflexion sur la compétition, même si ce n'est pas facile, il y a des choses qui se passent, il y a parfois des petites bagarres, des tensions, etc. Mais c'était aussi important de se dire, nous en tant que femmes, en tant que lesbiennes, on a envie aussi de se confronter avec ses propres ressorts, ressources, etc. On a quand même envie de se confronter, je dirais, collectivement à cette question de la compétition. Ensuite, on a aussi développé donc performance sportive, mais aussi performance politique. Donc, comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est un terrain d'affirmation de soi très important et d'affirmation aussi en tant que communauté, je dirais. Là, j'ai mis une photo à laquelle je pense toutes les dégommeuses tiennent beaucoup. C'est le fameux Glam Match qui est dans les annales, bien sûr, sportives mondiaux. C'est un match que les dégommeuses ont fait avec l'équipe Accept ST au Bois de Vincennes. Et on a beaucoup joué justement sur les stéréotypes. Donc vous voyez, les gens sont un petit peu... il y avait un peu l'idée, les dégommeuses, jouaient un peu les butch, les camionneuses. Et les nanas d'Accept ST, elles étaient dans une féminité débordante. Ou 2 minutes, mon Dieu, j'y vais. Donc, je continue, mais ça va être très simple parce que finalement, l'autre type de performance qu'on a développé, c'est effectivement cette affirmation dans l'espace public en tant que femme et en tant que lesbienne. C'est-à-dire que quelque part, c'est une forme aussi de performance, d'être là et d'être très connue en tant que non seulement joueuse de foot, et c'est déjà quelque part une forme de... Il peut y avoir des mécanismes de discrimination, des petits colibés, etc. Et surtout en tant que lesbienne out. Toujours en faisant attention à la question d'une visibilité plutôt collective, c'est-à-dire que le poids de cette visibilité ne pèse pas sur l'une ou sur l'autre, mais soit endossé par toute une équipe. Donc c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus protecteur d'être visible ensemble qu'être pointé du doigt en tant que la lesbienne ou le trans de la situation. Là, je vous montre juste quelques photos qu'a fait une dégommeuse, donc Teresa Suarez avec un collègue David André, donc sur des membres de l'équipe. Donc voilà, il y a des photos avec des
des déclarations. On a dans l'équipe des réfugiés, donc notamment Arsenal, son vrai nom est Osa, je crois, mais elle se fait appeler Arsenal parce qu'elle adore Arsenal. D'autres personnes, notamment Amida, qui est une réfugiée ougandaise. Voilà, à nouveau pour dire que cette question de la visibilité, y compris pour des publics comme des réfugiés qui ont dû fuir leur pays en raison de leur orientation sexuelle. Donc la question de la visibilité, évidemment, et c'est aussi lié à une question de danger, je dirais. Là, elle est un petit peu réinvestie et vécue autrement. Donc voilà, je termine juste pour dire que pour nous, ce qui est important, c'est de lier effectivement la performance sportive et la performance politique. Et on considère que taper dans un ballon, c'est déjà un acte politique. Donc, on essaye de lier les deux choses. J'ai mis une photo d'un événement qu'on a réalisé il y a quelques années qui s'appelait Food for Love. On a joué au Parc des Princes. C'était un moment aussi de gloire avec une équipe de lesbiennes sud-africaines qui est confrontée à la question des viols correctifs dans son pays, malheureusement. Et ici, donc, un événement plus récent qu'on a fait, Food for Freedom, qui était plutôt lié à la question des réfugiés LGBT. À nouveau, des photos d'équipe pour signifier justement cette importance de cette dimension collective pour vivre autrement la performance physique et politique. Merci Véronica. Sans transition, je vous présente Sylvain Kopman, qui est président de la Fédération sportive gay et lesbienne, la FSGL, et qui va nous parler de la performance, lui aussi, à la fois telle que vécue au travers des activités de la Fédération. Il va aussi nous en dire un peu plus sur la manière dont la Fédération prend en compte la santé de la diversité de ses adhérents. Merci. Je voulais déjà, je ne sais pas si vous m'entendez bien, c'est bon. Ouais. Je voulais déjà remercier donc, la tenue de ce colloque qui est effectivement très intéressant sur ce sujet-là. Je n'ai pas pu malheureusement y assister ce matin. Pour mon intervention, je me suis plutôt appuyé effectivement sur le thème de sport-santé, la santé sexuelle, en faisant le lien avec le corps et le culte de la performance. Et j'ai essayé de revenir au pourquoi de ce culte de la performance. Et à mon sens, il faut revenir à la provenance de cette image et au côté un petit peu de notre inconscient collectif sur ce sujet-là. En fait, si on revient ne serait-ce qu'à la Grèce antique, le sport, c'était du spectacle, c'était associé à une image de virilité, à une image de force, de puissance. Ce qui explique d'ailleurs ce que tu disais tout à l'heure, le fait que les femmes étaient un petit peu exclues du sport au départ. Donc on est sur cette image-là. Et au final, cette image, elle a traversé les âges et elle fait que dans notre inconscient collectif et actuellement, on a toujours cette image-là qui est également portée par les fédérations délégataires, donc les fédérations qui s'occupent tantôt de la natation, du foot, etc. Pour une raison très simple, c'est que on est sur un dispositif de compétition. Compétition très hiérarchisée avec des délégations départementales, régionales, etc. Et tout tourne autour de la compétition dans ces fédérations. Donc le culte de la performance, il est d'autant plus renforcé et alimenté par tout ça, et il est en plus renvoyé puissance 10 avec avec les médias qui ont ce discours de toujours plus de performance, toujours plus de spectaculaire, etc. Donc en fait, on a autour de nous une pression et un environnement qui en fait encourage et qui incite à ce culte de la performance, alors qu'en soi, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. La performance, ça dépend si elle est au détriment de l'autre ou si elle se fait, c'est une performance pour soi-même. La performance pour soi-même, c'est aussi les valeurs du sport, c'est le partage, c'est le dépassement de soi. Et si on est dans le dépassement de soi, sans pour autant avoir envie d'écraser l'autre, faire un bon match, que ce soit un match d'équipe ou un match... moi, je fais du badminton, donc c'est sport individuel. Perdre un match, moi, ça ne me dérange pas si j'ai donné le meilleur de moi-même. Donc, on est dans cette... la performance, ce n'est pas forcément gagner. Mais gagner dans la performance, c'est ce qui nous est inculqué depuis le début. Donc, on est dans cette difficulté-là sur la partie image du sport et pression qui nous oblige toujours à être dans cette compétition. Et c'est vrai que notre fédération, qui est une fédération multisport, qui est née effectivement d'associations sportives LGBT qui existent, tu l'as très bien dit, sur le fait qu'on a été obligé au départ, comme on était un petit peu exclu des associations, on va dire, classiques, de se créer nos propres associations pour faire dans un cadre bienveillant. Et à partir du moment où on est dans ce cadre de bienveillant, on cherche d'abord à être ensemble, sans problème, sans question sur les discriminations, sur l'orientation sexuelle, sur l'identité de genre, sur la condition physique. Et du coup, en fait, le culte de la performance n'est pas forcément dans notre ADN.
Les associations qui sont sportives LGBT, elles ont, et tu l'as dit également, la compétition, c'est pas évacué, parce que vous avez des personnes qui sont dans ces associations, qui viennent là pour faire de la compète, le TIP ou d'autres tournois, qui sont là pour l'esprit de compétition, mais dans nos associations, vous avez une cohabitation entre ces personnes-là et des personnes qui sont plus dans l'optique du dépassement de soi, et d'autres que je qualifierais, sans que ce soit péjoratif, de sportifs du dimanche, qui viennent juste pour s'amuser une fois de temps en temps, rencontrer du monde, etc. Donc c'est la particularité des associations sportives LGBT, c'est de mélanger tous ces gens-là qui ne viennent pas forcément pour la même motivation. Et c'est pour ça que le culte de la performance, au sein de nos associations, on a très peu de remontées de ce type-là parce que, organiquement, elles ne sont pas construites pour ça, elles ne se sont pas créées pour ça. Donc c'est ce qu'on voit vraiment en termes d'observation. Après, au niveau de la fédération, pour faire le lien avec la santé, c'est des sujets qui forcément sont portés par la fédération. Je pense par exemple à une charte trans et sport qui a été faite, qui a été élaborée l'année dernière et qui se poursuit cette année. Donc il y a eu un gros travail de consultation avec les associations trans pour utiliser les bons mots. En fait, c'est une charte qui est un petit peu en 3 étapes. C'est d'abord trouver les bons mots pour faire que les trans puissent se dire que si je vais dans telle association qui a signé cette charte, je serai bien accueilli. Donc ça, c'était la première étape. Et maintenant, effectivement, on fait signer cette charte par les associations et on accompagne les associations si des trans veulent les sollicitent pour faire tel ou tel sport. Donc on est dans cette démarche-là. Et la question trans et sport, c'est aussi une acceptation de son propre corps, quelque part aussi. Dans le cadre du sport, faire du sport avec d'autres, c'est aussi dans ce cadre-là où on a l'acceptation du corps qui va ramener à l'image du corps et au culte de la performance. Ça, c'est un premier sujet. Il y a également, avec l'âge, la diminution de la performance sportive, qui fait qu'on travaille aussi, on est en réflexion sur la pratique du sport et favoriser la pratique du sport pour les seniors, qui fait qu'effectivement, sur certains sports, avec l'âge, forcément, c'est plus difficile, donc on va faire du sport autrement. Donc on veut aussi travailler sur ce sujet-là. Évidemment, il y a la question de la santé. On peut parler du VIH, on peut parler aussi de maladies longues qui ont des traitements qui, eux, sont invalidants. Donc la question, c'est la question de la condition physique au final. Et donc de se dire comment on peut accompagner ces personnes-là pour maintenir ou améliorer leurs conditions physiques. Donc on est sur tous ces sujets-là et ces exemples montrent à quel point la pratique sportive peut avoir un effet bénéfique sur la santé, tant sur l'aspect psychologique, sur le fait de maintenir un lien. C'est-à-dire que pour certaines personnes, faire du sport donc, avec d'autres, c'est le seul lien social qu'ils peuvent avoir. Donc on est sur quelque chose qui est à la fois psychologique et également purement physique, sans pour autant être dans le culte du corps et de la performance. Effectivement, ça a ses limites, c'est-à-dire que si on va parler de dopage, là on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus sur l'aspect compétitif, qui va faire que plutôt que d'être dans le dépassement de soi, c'est le dépassement de soi poussé à l'outrance, et avec le risque sur la santé. Et là, c'est effectivement le sujet, c'est jusqu'où ne pas aller trop loin dans le cadre des limites de son corps, en fait. Et pour conclure, je dirais que la question de la performance n'est pas forcément un problème si le ou la sportif, avec cette approche du dépassement de soi, est capable de gérer sa pratique sportive. Merci Sylvain.